Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de 6,5, notre sommaire du soir. Rencontre avec une artiste plasticienne inspirée notamment des corps. Marion Soussan est l'invitée de 6,5. Du côté de notre libraire Marcel, il évoquera un roman graphique sur la vie de Diego Velázquez. Dans sa séance ciné, Xavier a programmé 2 films entre l'effroi et la fable dramatique. Et notre invité se prêtera au jeu de notre questionnaire 6,5 spécial pop culture. Mais tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Marion Soussan, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de 6,5. Bonsoir Philippe Martin. Première télé. Oui, première. Première télé, c'est sur 6,5, donc oui. Autant vous dire que j'espère que ce sera un bon souvenir pour vous. Alors en travaillant cette émission, en allant un petit peu voir vos créations, notamment sur votre site internet, je suis tombé sur cette formule qui m'a, interpellé. C'est le moins que l'on puisse dire. Je n'arrive pas à avoir des idées inconcevables. Et oui, beaucoup de choses dans ma tête, c'est J'imagine. vrai. Beaucoup de choses, mais j'essaye d'y croire d'abord, dans un premier temps, et puis de les rendre concevables. Hein. C'est le but, en tout cas j'essaye. Ouais. Alors il y a plein de choses. Oui. Vraiment, c'est ce qui est intéressant dans votre parcours, jeune parcours, et dans la dimension créative. J'aimerais qu'on commence par ces appliques murales lumineuses. Oui. Alors en fait, c'est une idée que j'ai depuis maintenant quelques années et que je tenais vraiment à pousser au bout. Ce sont des crânes de vaches corses que j'ai récupérés auprès de plusieurs copains qui ont des élevages. Et j'ai eu l'idée de les transformer en appliques lumineuses pour des intérieurs ou des extérieurs. Alors j'ai l'intention d'en faire plusieurs versions. La première que j'ai réalisée est encore brute. Hein. Je l'ai laissée telle quelle pour avoir, un prototype. Mais j'ai l'intention d'en faire avec de la feuille d'or et même, pourquoi pas, trouver des collaborations avec des artistes qui s'amusent à les sculpter et à réaliser comme des, des décors un peu dentelés sur l'os, sur le front. Et pourquoi pas donc voir avec eux pour créer... On en voit quelques-unes oui, là. Voilà, ça c'est la le première, c'est le prototype que j'ai réalisé et qui sera d'ailleurs exposé à Paris dans un restaurant. J'ai la chance d'avoir... une personne un lieu comme ça qui sera dédié à l'exposition, entre guillemets. Je ne suis pas, malheureusement, pour moi et peut-être même pour les autres, je ne suis pas un créateur, je ne suis pas artiste ni plasticien, évidemment, mais j'aime bien m'intéresser aux magasins de création de nos invités. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir l'idée de créer cette forme-là, cette forme artistique? Je ne sais même pas comment l'expliquer, ça me vient comme ça. Souvent, je vais mettre beaucoup de temps à réfléchir à l'élaboration de quelque chose. Ça peut me prendre des jours, des semaines. Et puis, soudainement, j'ai un déclic et je me dis c'est ça que je veux faire. C'est ça, je me renseigne énormément, je suis très souvent sur Internet, sur beaucoup de sites, je suis vraiment assoiffée dans un vrai bain culturel. Oui, et j'ai une grosse banque de données d'images que je récolte comme ça un peu à droite à gauche. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui retiennent mon attention. Et le fait d'avoir vu très souvent, maintenant depuis quelques temps, dans des intérieurs, des animaux morts ou empaillés, affichés, exposés comme ça, m'a donné l'idée d'en faire, pourquoi pas, des appliques. Il y a un autre aspect de vos créations qui m'a interpellé, qui m'a vraiment intéressé. Vous avez détourné, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, Marion Soussan, le test de Rorschach. Oui. Alors en fait, je me suis intéressée au test parce que j'ai fait des études de médecine dans un premier temps. Et c'est vrai que la psychologie m'a toujours beaucoup intéressée. Et j'ai voulu détourner le « dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es » et le transformer en un « dis-moi comment tu es et je te dirai comment je te vois ». Et du coup, j'ai utilisé mon corps, des membres de mon corps, de la partie droite principalement. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça a été arbitraire comme ça. Et je me suis amusée à recréer des formes à partir des empreintes donc, de mes membres que j'ai appliquées sur la feuille avec de l'encre, replier la feuille pour recréer dans les vraies conditions d'un test de Rorschach les formes qu'on voit après par la suite et qu'on peut interpréter. Vous laissez de la place au hasard dans vos créations? Oui, là, beaucoup de place au hasard, oui. Puisque dans un premier temps, donc, je trempe mon membre dans l'encre, mais ensuite, c'est le hasard qui fait que l'encre sur la feuille va fuir d'une certaine façon et pas d'une autre. Et j'ai beau recréer la même expérience avec le même membre 2-3 fois d'affilée, je n'obtiens jamais la même chose. Et c'est ce qui fait que
oui, le hasard a une grande importance dans ce Alors, travail. vous nous l'avez dit, il y a un important travail de recherche, mais au moment où vous allez créer, au moment où l'idée a bien germé et que vous dites, je vais commencer, je vais initier mon travail créatif, est-ce que là, il vous faut du temps ou c'est dans la fulgurance, ça va vite? Ça va vite. Je mets du temps à arriver à l'idée. Puisque je vous dis, ça peut prendre des jours, des semaines, jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux déclic. Et je me réveille un matin et je me dis, ah ben oui, pourquoi pas, allez, on va tester. Et quand j'y suis, alors là, j'essaye d'aller le plus vite possible pour tester le plus de choses possible, pour avoir un résultat, en tout cas, assez rapidement, et voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, modifier, garder. Les corps. Oui. Les corps. Les corps, c'est important dans votre processus créatif. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi, aujourd'hui, Marion Soussan, votre identité artistique? Je m'intéresse beaucoup au corps et au point de vue que l'on a sur le corps, la façon de le représenter, la façon de l'observer. J'aime le corps. Je trouve que le corps est très beau, surtout les corps féminins, je trouve ça très beau. De part aussi le fait de, je pense encore mes études de médecine, j'ai une approche qui n'est peut-être pas la même. En tout cas, j'ai une sensibilité grâce à cela et... oui, le corps. Oui, ça fait partie intégrante de votre processus créatif. Hein. Et c'est ce qui est intéressant, je le répète, je vais être très sincère, Marion Soussan, je n'ai pas pour habitude de recevoir des toutes jeunes artistes. Oui, et ce qui nous a intéressés dans toute l'équipe de 6,5, c'est vraiment cette diversité dans votre palette. Oui. Il y a, nous l'avons dit, cette materia prima que peut représenter ces crânes d'animaux, de vaches, vous en détournez le sens premier pour en faire un objet. Il y a ce test. Moi, vraiment, c'est ce qui m'a intéressé. Je pense qu'il faut peut-être même aller... alors, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais peut-être même aller encore un peu plus loin. Voilà, il y a cette idée, ce cheminement que vous avez. Oui, c'est inné. Oui, non, je ne pourrais pas avoir la prétention de dire que c'est inné, au contraire, parce que j'ai mis du temps à me trouver, je dirais, à savoir que c'était vraiment ça qui allait m'intéresser. Mais j'ai tout de suite su que j'avais besoin, pour mon équilibre intérieur, de m'intéresser à plusieurs choses qui sont très différentes les unes des autres et de ne pas me contenter de faire juste une seule chose. Et j'avais besoin de diversité, tout simplement. Et oui, ça se ressent dans mon travail, oui, je suis consciente. L'essence même de l'art, la diversité, donc c'est le mot qui terminera ce début d'émission, ce début d'entretien. Chaque soir, il permet à la littérature de trouver une existence télévisuelle. C'est un exploit. Je vous propose d'accueillir notre libraire, Marcel Petriccioli. Bonsoir, cher Marcel. Bonsoir. On va rester dans l'art avec vous, Marion Soussan. Les Ménines de Garcia et Olivares aux éditions Futuropolis, un roman graphique qui évoque la vie mystérieuse du peintre Diego Velázquez. C'est un superbe roman graphique et les mots sont pesés, cher Marcel. Oui, vraiment, ça a été considéré comme le meilleur roman graphique de l'année en Espagne en 2014. Alors Velázquez, surnommé le peintre des peintres, bien sûr. Les Ménines, tableau le plus célèbre de Velázquez, considéré aussi comme le chef-d'œuvre de l'art baroque espagnol. Voilà, elle a été peinte en 1656. Elle est exposée au Prado, bien sûr, si on veut la voir. C'est où il faut aller, à Madrid. Alors voilà, il dit peintre mystérieux. Hein. Il y a beaucoup de pans de sa vie qu'on ne connaît pas bien de Velázquez. Puis alors là, grâce aux deux auteurs, on va vraiment plonger dans la vie de Velázquez. À travers la vie de Velázquez, on va plonger dans l'âge d'or vraiment de l'Espagne. C'était l'âge d'or au niveau de la culture, au niveau économique. C'est vraiment la grande Espagne. Une véritable révolution culturelle à ce moment. Complètement. En Espagne, à ce moment-là. Alors, même si cette bio revient sur la jeunesse, bien sûr, de Velázquez, et surtout sur sa rencontre avec le roi Philippe IV, importante à l'âge de 24 ans, elle est principalement axée sur ce fameux tableau et sur le processus de création qui a mené Velázquez à faire les Ménines. Et puis surtout, c'est important aussi, la relation qu'avait Velázquez avec le roi d'Espagne. Tout en admiration, en amitié mutuelle, et aussi il y avait du pouvoir entre les deux. Il y avait un jeu de pouvoir entre les deux. Elle nous montre aussi cette BD quelques aspects peu glorieux de Velázquez. Il faut savoir que toute sa vie, il n'a eu qu'un but, c'est de devenir noble. Il courait après l'argent. Il sera anobli par le roi en 1658 contre l'avis de la noblesse espagnole. Pour eux, un artiste n'avait pas à être anobli.
Alors c'est un récit bizarre qui mélange fiction et faits historiques. Il n'y a pas de chronologie, ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est très drôle, très surprenant. On va même voyager dans le temps avec Garcia Olivares. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Picasso, par exemple, Dali, Goya ou encore Michel Foucault face à l'œuvre de Velázquez pour savoir ce qu'ils en pensent, quelle a été son influence sur leur art. C'est ça vraiment qui a intéressé les deux auteurs. C'est l'héritage de cette œuvre, son influence, qu'est-ce qu'elle a apporté, et puis comment elle est perçue au fil des siècles. Comment maintenant les artistes l'aperçoivent. C'est vraiment très important pour eux, et c'est vraiment le côté le plus intéressant du bouquin. C'est bourré de références, aussi bien en peinture qu'en littérature. Je citais Foucault, je pourrais citer Borges aussi, qui est énormément cité dans le bouquin. On va dire quand même deux mots des dessins. Les traits. Dessins, c'est expressif, c'est audacieux, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de couleurs, beaucoup de bichromie. C'est vraiment très très moderne, ça n'a rien à voir vraiment avec l'art baroque. C'est vraiment fait exprès et ça colle parfaitement au récit, c'est absolument génial. Je dis grands romans graphiques. Hein. C'est pas facile d'accès, il faut le dire. C'est très exigeant, lecture exigeante, mais on apprend plein de choses et c'est absolument passionnant. Puis je voudrais finir pour revenir un petit peu sur l'aspect peu glorieux de Velázquez, ce qu'a dit Rubens quand il a été voir Velázquez. Il lui a dit deux choses. On ne gagne pas d'argent en peignant les misérables. Et quelque chose, je suis sûr que vous allez réagir dessus, il a dit « La peinture est une industrie, l'industrie de l'argent. L'argent donne la noblesse et la noblesse convertit l'industrie en art. » Oui, mais c'était sa quête du pouvoir absolu pour Velázquez. Parce qu'il y a ça chez Velázquez, il y a la quête du pouvoir. Il vous a convaincu de lire le roman graphique? En plus je connais le tableau, bien sûr, donc oui. C'est particulier comme tableau, c'est vrai que c'est très particulier. Oui, beaucoup d'interprétations, voilà. Beaucoup d'un questionnement. Pourquoi il se représente en train de peindre. Bien sûr. Merci beaucoup Marcel, c'est votre conseil bande dessinée pour notre invité, évidemment pour les téléspectateurs de France 3 via Steel. J'aimerais que l'on revienne quelques instants sur vos créations. Il y a des sources d'inspiration qui sont importantes pour vous. Il y a des sources et des moments. Oui. Oui, tout à fait. Concernant la photographie, je ne peux pas nier que je ne me suis pas inspirée d'artistes comme Mapplethorpe, par exemple, ou comme Richard Avedon aussi. Après, ça dépend, c'est vrai, des moments, oui. Peut-être parfois même une musique peut m'inspirer. Un épisode de ma vie, une association entre les deux, et ça amène à quelque chose. Des associations d'idées. D'idées, oui, de ressentis, de sentiments. Oui. Le cinéma, ça peut vous inspirer? Moins que la musique. Moins que la musique, oui. Vous venez de mettre à plat ma transition. Marion Soussan, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il est à la fois notre critique redouté, critique terriblement redouté et cinéphile, exigeant, pour reprendre un terme cher à Marcel, notre libraire. Je vous propose d'accueillir Xavier Haff pour sa séance ciné. Bonsoir, cher Xavier. Bonsoir. Deux films pour vous. Marion Soussan, deux films. Le premier, It Follow, c'est ça hein? Alors on va commencer par le dernier coup voilà, de Marteau. Mais avant, je voulais adresser un petit salut à Marcel. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit sur ce livre, mais meilleur roman graphique espagnol, quand ça parle que d'espagnol, si vous voulez. J'ai beaucoup de choses à dire sur sa subjectivité, mais enfin bon, bref. Parlons de cinéma. Donc vous préférez commencer par le dernier coup de marteau. Voilà, et puis après on passera à Alix Delaporte. Oui, alors peut-être avant de voir l'extrait de la bande-annonce, juste un mot sur... Je comprends mieux, pardon Xavier, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi ce film en premier. Ce fut un grand moment. Parce que nous avons reçu l'actrice principale, Clotilde M. Et oui. Et elle a adoré ce que je faisais, et elle était absolument d'accord avec moi. Attention, donc il ne faut absolument pas être contre moi. J'irai dans votre sens, il n'y a pas de souci. Formidable. Et non, alors Alix Delaporte est une réalisatrice qu'on connaît peu finalement en France. C'est son deuxième long métrage, révélé quand même par Angèle et Tony, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, déjà avec Clotilde M et Grégory Gadebois. Et avant de parler un peu du film, je voulais qu'on voit un petit extrait de la bande-annonce de ce très joli film. Je viens voir mon père. Comment tu t'appelles? Victor. Ma mère, c'est Nadia. Tu as quel âge? 13 ans. 14 bientôt. Je n'ai pas d'enfant. Il a dit quoi, le médecin? Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille. Il arrête tout. On va le voir, le chef. Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il veut voir personne.
N'attends pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant. Maintenant qu'il est là, t'attends quoi? Qu'il reparte à l'étranger? Plus doux. On peut demander à ce gamin ce qu'il fait, là? On va aller où? Chez mes parents. À Chalon? Pourquoi vous êtes revenu? Pour me voir? Tu seras bien content de l'avoir là-bas. Où ça, là-bas? Tu fais ce que tu veux avec lui. Et tu le fais pas venir ici. Pour ressentir des choses avec la musique, t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux puis tu commences à voir. Je sais pas, mais de l'eau, une forêt, des enfants qui passent, ça te rend triste, gai. Et est-ce que Clotilde M est aussi fabuleuse que dans le film précédent? Ah oui, je crois que tous les comédiens là sont épatants. Vraiment, c'est un film à absolument découvrir. Alors, c'est une œuvre qui est très très émouvante. C'est un récit d'apprentissage sur l'apprentissage de la vie, de l'amour. Alors, Clotilde M et Grégory Gadebois sont remarquables. Mais alors, ce jeune acteur qui s'appelle Romain Paul, qui a eu d'ailleurs le prix Marcello Mastroianni à Venise, donc meilleur espoir, on va dire, en gros, pour ce prix, absolument mérité. Il est extraordinaire. Je crois que j'ai rarement vu un adolescent jouer avec autant de vérité. Tout passe par le regard, l'intensité du regard. Il a été choisi d'ailleurs pour ça, parce qu'elle trouvait qu'il y avait un regard incroyable. Et il ne baissait pas les yeux face à ses partenaires. Ce qui est assez aussi dément quand on pense qu'il a 13 ans quand même. Hein. Il aurait pu être intimidé. Nous l'étions face à Clotilde M, on baissait les yeux. Donc lui, non, c'est vraiment très beau. C'est une histoire familiale. Il est question de cancer et tout est abordé avec une délicatesse, sans pathos, sans misérabilisme. Moi, je trouve ça prodigieux vraiment. La photo est superbe. Là, c'est du cinéma social, mais c'est plus qu'intelligent. C'est magnifique, vraiment. C'est votre conseil, votre premier conseil du soir. Alors, Xavier a l'art du grand écart. Vraiment l'art du grand écart, vraiment. Avec It Follows. Alors It Follows, j'avais envie de vous faire peur un peu, puisque je vous ai vu que vous étiez plasticienne et vous aimiez beaucoup le corps. Là, il en a un peu question aussi, mais alors les corps sont plus que maltraités, là, effectivement. Et avant d'en reparler, je vous propose de voir un extrait. Attention, ça fait un peu peur de la bande-annonce. Dad, I love you. I know. I just wanted you and Mom to know how much I love you. Dad, I'm sorry I can be such a shit to you sometimes. I don't know why I do that. Just know that I love you, okay? I just really love you both. It Follows. Alors, c'est un film d'épouvante, d'horreur, qui est sorti en salle il n'y a pas très très longtemps, c'était au mois de février. Alors, vous avez vu, les critiques sont dithyrambiques, c'était un peu surprenant pour ce genre de film, parce que c'est un vrai cinéma de genre, là, pour le coup. Hein. Et alors, le réalisateur s'appelle David Robert Mitchell, que je ne connaissais absolument pas. Ça a fait le buzz à Deauville, avant à la semaine de la critique à Cannes. Et alors, le scénario s'inspire d'un cauchemar qu'il faisait régulièrement quand il était enfant. C'est exactement le pitch du film. Une entité qui prenait l'apparence de différentes personnes et qui avançait lentement vers lui. Alors évidemment, ça lui faisait très peur et il n'y avait que lui qui pouvait voir cette entité. C'est exactement le sujet du film. Et alors le résultat est véritablement étonnant. Ça lorgne du côté de John Carpenter, et il le revendique d'ailleurs. Ça lorgne aussi du côté de La Féline de Jacques Tourneur. Il y a une scène, on voit sur l'affiche d'ailleurs dans la piscine, qui est une référence évidente, et lui-même l'assume hein, d'ailleurs. On pense à David Lynch pour le côté un peu étrange, où rien n'est expliqué. Et on pense, et là je m'adresse évidemment à vous qui aimez bien les corps, à David Cronenberg. Mais alors David Cronenberg, version première période, on va dire, quand il faisait ses films sur les corps, c'est une des thématiques de David Cronenberg. Et justement, là aussi, on pourrait penser même au MST,
Alors là aussi, le réalisateur laisse libre cours à l'interprétation. Oui, c'est ça. Voilà, Oui. parce que cette chose se transmet, enfin on ne sait pas vraiment ce que c'est, par relation sexuelle. Donc est-ce qu'il a voulu faire une métaphore sur ces maladies sexuellement transmissibles? Lui ne le dit pas ouvertement, mais on peut y penser. Et puis le tournage a eu lieu à Détroit. Et on voit tous ces plans, ça c'est fabuleux aussi. Je ne veux pas dire que c'est un film social, mais enfin, c'est un film où on voit la banlieue, cette banlieue des classes moyennes abandonnée, sans doute pendant la crise des subprimes. Donc il y a un vrai côté aussi, j'allais dire, auscultation, je ne sais pas si on dit, ausculter l'Amérique des middle class. Donc c'est très intéressant. Je pense plus sincèrement que vous pouvez le dire, cher Xavier Social, ce qui est souvent le cas dans les films. Alors, dit d'horreur, il y a toujours une dimension très sociale. Là, Détroit, je l'ai rarement vu filmer comme cela, à part dans les premiers Robocop. Mais peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'humour. Ouais, alors dans ce genre de film avec des adolescents ou des jeunes adultes, on a souvent de l'humour un peu potache. Pas du tout, et c'est un film qui, avec des effets minimalistes et quand même très peu de choses, réussit quand même, quand on le voit en salle, dans les conditions, à faire très peur, avec une musique signée Disaster Peace. Alors je ne connais pas, peut-être que si Malika était là, elle pourrait nous apporter son coup de main, évidemment. Musique électro qui colle très bien au film. Et les comédiens, on va dire juste quelques oui, très mots, bon, ils sont au diapason de la réalisation. Oui, c'est assez crédible, hein, oui. Merci beaucoup Xavier pour votre séance ciné, votre conseil. Donc il faudra aller voir soit les deux, soit... Surtout le deuxième. Soit It Follows, bonne séance DVD la nuit avec des copines, ça fait bien. très très peur, je pense. Ouais. C'est le moment de notre questionnaire 6,5. Un questionnaire 6,5 spécial pop culture, Marion Soussan. Vous voyez la lumière se tamise. Un petit peu de musique. Le premier choc visuel. Tardif. Puisque même si j'ai pu, avec mes parents, voyager un petit peu et donc avoir une culture artistique assez jeune, c'est à 22 ans, alors que je me suis réorientée à l'époque dans mes études d'histoire de l'art, et que je suis à Beaubourg pour la rétrospective de Gerhard Richter, et que je tombe sur le triptyque Nuages. Et alors là, je reste scotchée pendant de longues minutes, très longues minutes. Alors peut-être que vous avez répondu à ma seconde question. Le Palais de Tokyo ou Beaubourg? Beaubourg, indéniablement. Votre héros de fiction, ça peut être en littérature, ça peut être au cinéma, ça peut être... Alors, celui qui m'a suivi toute mon enfance et à qui j'ai voulu ressembler quand je devais avoir 5 ans en coupant mes cheveux, Mowgli. Mowgli. Mowgli du livre de la jungle. Oui, du livre de la jungle. Vous vouliez ressembler donc à Mowgli. Oui. Ça, on va le noter, on va le garder dans un coin. C'est Mowgli donc. C'est peu courant, je sais, mais pourtant, ça va faire, surtout pour une petite fille à l'époque. Ça va faire plaisir à notre réalisateur Emmanuel Card qui aime beaucoup Mowgli lui également. Alors. S'il ne devait rester qu'un seul artiste, terrible question. Terrible question, mais c'est sûr que ce serait un musicien. Parce que pour moi, la musique permet de rêver, permet d'imaginer des choses. Donc, la musique permet de travailler aussi. Alors maintenant, ce serait comme sauver un de mes bébés d'un naufrage. Je ne saurais pas lequel choisir, mais un musicien, c'est sûr. La chanson qui vous trotte dans la tête, qui vous trotte souvent dans la tête. Souvent dans la tête depuis quelques années. C'est un artiste péruvien, un DJ qui s'appelle New, N-U, comme New. Et le titre Earth, la Terre. C'est un message de paix. Oui. C'est le conseil aux téléspectateurs. C'est un message de paix, oui. Taper sur un moteur de recherche célèbre le nom de cet artiste. À écouter. Une œuvre que vous auriez aimé imaginer? Alors, Pierre Soulages, j'adore, parce que le noir absolu. Peinture, ce triptyque très connu, très grand. Voilà, oui, Pierre Soulages. Le faux chef-d'œuvre. Alors, faux. C'est terriblement subjectif. C'est terriblement subjectif. Et puis surtout, je ne pense pas être à même de pouvoir juger ce qu'est un chef-d'œuvre ou ce qui ne l'est pas. De votre point de vue. Mais de mon point de vue, je dirais le Balloon Dog de Jeff Koons. Alors, pourquoi? Je vous vois venir. Parce que oui, c'est un chef-d'œuvre de par la technique qu'il emploie, qui est normalement une technique réservée à l'aéronautique en temps normal, mais la forme qu'il reprend est une forme finalement qu'on a eu l'habitude de voir toute notre enfance. Ce n'est pas en cela, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire. Et puis, quand on connaît un peu l'artiste derrière, la démarche qu'il emploie, je sais pas, ça me... Oui, ça vous... Je me dis qu'on s'éloigne un petit peu, on va trop dans le côté marketing et business. Mercantile, marketing, mercantile, vraiment. Oui, oui, beaucoup trop. Votre livre de chevet?
Aldous Huxley, Les portes de la perception. Ouais. Alors là, ça va vraiment faire plaisir à Marcel, notre C'est libraire. vrai. Je suis en train de le lire. J'ai eu le temps enfin de m'y mettre. Grand livre. Oui, grand livre. Et enfin, notre dernière question, qui va terminer ce questionnaire 6,5 spécial pop culture, c'est la question la plus importante. Les Simpsons ou South Park? South Park. Parce qu'il faut sauver Kenny. Parfait. Mais alors, réponse parfaite. Merci beaucoup pour ce questionnaire 6,5. Il nous reste quelques secondes. Vous avez des projets là en cours? Oui, déjà continuer mes appliques. Je voudrais développer ça sur des crânes de chèvre corse toujours. Hein, on reste fidèle à aux origines. C'est ce qui fait l'originalité de la chose. Et pourquoi pas de la photo, oui. Continuer dans la photo, faire quelque chose. Merci beaucoup Marion Soussan pour avoir conversé avec moi autour de votre processus créatif. Merci à vous. Pour avoir accepté l'invitation de 6,5. Merci vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur France 3 Corse via Stella évidemment. Il reste 10 secondes, on est à